Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci également d'avoir à nouveau eu cette initiative, cette belle initiative d'être le partenaire de cette conférence introductive qui est le lancement de cette jolie soirée. Il faut dire que vous avez un rapport avec les agriculteurs qui est à la fois historique et extrêmement proche. Alors c'est vrai que Groupama, c'est une histoire de cœur avec le monde agricole depuis son inauguration, on va dire sa création. On était dans les années 1800 quelque chose, 99, donc ça fait plus de 100 ans qu'on est avec le monde agricole. Et être présent ce soir, pour la 6e fois, on a été présent dès le début avec Vincent, le bien public, pour soutenir ce milieu dans lequel on baigne, dans lequel on a nos équipes commerciales. Et ce sont des exploitants qu'on voit tous les jours. Alors je sais que vous me disiez, on a discuté un petit peu avant cette soirée, et vous me disiez, les agriculteurs, nous on les voit au quotidien, et on avait envie d'être là pour pouvoir qu'ils puissent raconter à tout le monde, au plus grand nombre, ce qu'ils nous racontent à nous au quotidien. C'est exactement ça. C'est vrai moi j'ai 12 conseillers commerciaux agricoles, il y en a dans la salle ce soir, qui voient au quotidien les exploitants, les viticulteurs, les maraîchers, les éleveurs. On est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du département. On aime ce département et on voit des belles choses. Je mets juste une petite anecdote, en plus elle est là dans la salle. Quand on a des conseillers qui arrivent sur une ferme, qui assistent à un vélage, qui baptisent le petit veau qui vient d'arriver, enfin voilà, on vit des choses au quotidien. Et puis on est fiers de voir des vignerons produire du bovin et se dire derrière, on voit, on les assure, on les accompagne et se dire ce soir c'est l'occasion pour nous de montrer au public, de montrer à tout le monde, aux présents dans la salle, bien sûr, aux lecteurs demain du journal du bien public, qui est-ce qu'on a la chance de côtoyer tous les jours et ils méritent en tout cas ce soir d'être mis sous les projecteurs. Voilà, exactement. C'est ce qui va se passer parce que vous le savez, il y a un jury qui a travaillé et il y a une édition 2023 des Trophées de l'Agriculture très alléchante, qui est vraiment très très intéressante. Quand vous parlez avec eux, il y a dans les conversations, c'est vrai qu'on a toujours parlé de météo, mais avec les agriculteurs, évidemment, on parle souvent de météo. Là, il y a quelques semaines, c'était « Ouh là là, il va faire froid cette nuit, on va surveiller pour voir si tous les bourgeons ne brûlent pas. » Et on nous parle de l'eau aussi, est-ce qu'on va avoir assez d'eau à tel endroit, etc. etc. Ça revient souvent. Tout à fait. Alors, quand on va se faire couper les cheveux chez le coiffeur, il y a des sujets de conversation. La météo, ça peut en faire partie, mais c'est vraiment pas important pour le coiffeur. Par contre, quand on est sur les domaines, quand on est sur les exploitations, on aborde systématiquement ce sujet de la météo. Pourquoi ? Parce que c'est derrière les revenus de l'exploitant, c'est son engagement, c'est son travail d'une année qui va dépendre parfois d'un aléa. On a, en tant qu'assureur, notamment sur la partie climatique, et on vient de traverser une année 2022 très, très, très lourde en termes de climat, on a cette conversation avec eux, on a cet échange sur comment se protéger face à ces aléas climatiques, sur la prévention, sur la façon de les protéger. La météo, elle est au cœur des échanges qu'on a aussi avec nos exploitants, nos chefs d'exploitation. Bon, et puis la météo, c'est évidemment le thème de cette conférence qu'on va avoir dans un instant. On l'accueille tout de suite ? C'est parti. Monsieur Louis Baudin, s'il vous plaît. Avant de passer la parole à Louis qui va là-dessus nous exposer ce qu'il a à nous dire, avec Vincent, avec le bien public, avec les partenaires, on a échangé. On est donc nous sponsors de la conférence qui se tient chaque année et on cherche à chaque fois à avoir pour vous, exploitants présents ce soir, viticulteurs ou autres présents dans la salle, quelque chose qui vous intéresse, qui vous captive. On a eu plein de sujets jusque-là. Et comme cette année 2022 a été l'occasion d'un énorme, on va dire, débat et d'évolution au niveau de la multirisque climatique, de ce qui touchait au niveau du climat, le lancement cette année avec l'appui de l'État et de certains assureurs, on va dire sur le pôle de la multirisque climatique, on était dans une année où c'était presque une évidence en fait de vous inviter. On a eu l'occasion dans d'autres départements, dans d'autres régions avec Groupama de vous accueillir et je savais que vous auriez un succès ce soir en venant, donc c'est un vrai plaisir. Si je dois faire une petite anecdote, je dirais que Louis, c'est un petit peu le deuxième papa, il fait partie du foyer, il rentre dans nos foyers. Alors moi, il me réveille le matin sur RTL. On a les prévisions pour la semaine, le petit clin d'œil, comme le président l'a dit, je me permette, au petit bambou. Alors là, c'est les auditeurs d'RTL qui comprendront sur cette partie-là. Et puis, le week-end, c'est lui qui nous dit t'inquiète pas, il va faire beau pour ton anniversaire, tu peux sortir le barbecue. Donc voilà, il y a ce côté un peu familial qui nous plaît. C'est pour ça que on a un attachement particulier. Et je sais que vous le partagez en tout cas ce soir. Louis, on est très heureux de vous confier cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci effectivement à Groupama avec qui j'ai eu la chance
de faire plusieurs événements et de pouvoir partager toute mon histoire en matière de météorologie. Ça fait 35 ans que je fais de la météorologie dans tous les domaines. J'ai d'abord été au sein de Météo France à faire de la prévision dans tous les milieux, le milieu aéronautique, le milieu de la voile, de la course au large notamment, puisque pour moi c'est une vraie passion. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir raconter ce métier sur deux grands médias que sont TF1 et RTL. Et aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus loin en échangeant directement avec vous. Alors là, c'est une présentation un peu particulière parce que c'est que dans un seul sens, mais je serai encore là après au moment du cocktail. Donc pour ceux qui en ont envie, on pourra débattre. Et puis je suis même prêt à recevoir des critiques et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on progressera tous ensemble parce que je vais commencer cette présentation, je vais faire un peu rapide, par tout d'abord une valeur qui est fondamentale. Quand on réfléchit à la nature, la météorologie étant un bout de cette nature, c'est l'humilité. Il faut qu'on retrouve beaucoup d'humilité et de modestie si on veut aborder sereinement et avec efficacité ce défi du changement climatique. Et moi, je vais l'élargir, je dirais même ce défi de notre présence sur la Terre, sur une Terre qui ne grandit pas et où nous, on est de plus en plus nombreux. On a franchi les 8 milliards d'habitants, j'y reviendrai, et sur laquelle on doit continuer à vivre harmonieusement avec les autres espèces. On a une responsabilité, et évidemment pour les générations futures. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qu'est la météorologie aujourd'hui et ce qu'on peut en attendre. Parce que j'entends tout et un peu n'importe quoi en ce moment autour de ce qu'elle peut faire. Je parle de la science météorologique. Après, sur les débats, sur ce que l'on veut en tirer, chacun peut le faire, mais moi, je vais vous mettre un peu le cadre dans lequel on peut réfléchir intelligemment, j'ose dire ce mot-là, autour de cette science. Et je vais commencer par une notion qui est fondamentale, sur le rapport entre la météo et l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde, j'ai pris quelques grandes dates de notre planète, vous voyez qu'on est là depuis 4 milliards, enfin la planète est là depuis 4 milliards et demi d'années, qu'ensuite les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui sont mis en place il y a quelques centaines de millions d'années. Je rappelle que tout au début, la Terre n'avait qu'un seul continent. Puis après, il y a eu cette dérive, cette séparation qui se poursuit encore aujourd'hui. Vous savez que les continents bougent les uns vers les autres, on s'éloigne de nos cousins américains et petit à petit, l'Afrique se rapproche de nous, c'est-à-dire qu'un jour, il n'y aura plus de Méditerranée. On ne sera plus là, ça se passera dans quelques centaines de millions d'années, mais voilà, ça pour dire que tout cela bouge, et pour vous donner la notion du temps. Et puis on se rapproche, et au fur et à mesure, je vous ai mis quelques dates, l'ère chrétienne, 2000 ans, c'est là où on commence à avoir une petite idée de la météorologie, de ce qu'elle est, c'est-à-dire il fait froid, il fait chaud, il y a de la pluie, il n'y en a pas assez, il y a du vent, il y a des phénomènes météorologiques particuliers. 2000 ans, vous voyez que la planète, elle existe depuis 4 milliards et demi d'années. Donc la notion météorologique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est très court. Et si on arrive à la phase scientifique, vous voyez que c'est 1870, la première fois où on se met à mesurer régulièrement, tous les jours, les paramètres météo. Ce qui veut dire qu'avant, avoir une véritable donnée en matière de température, d'humidité ou autre, on n'en avait pas. Donc c'est 150 ans de mesure. Rapporté aux 4 milliards et demi d'années, c'est ridicule. Et ça explique déjà en grande partie pourquoi, et je vous dirai après, la science météorologique aujourd'hui, elle est encore imparfaite. Elle s'arrête très vite. La connaissance à court terme, vous le savez bien, on se trompe encore. Et puis, passer une semaine, on n'en sait rien. La première raison, c'est celle-là. C'est une science très, très jeune à l'échelle de la Terre. Une deuxième notion très importante, c'est l'impact de la météorologie sur la Terre. Alors ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui me sidère. On dit, la météorologie aujourd'hui, mais ça n'a jamais eu un impact comme cela, jamais. Mais c'est totalement faux. Dire ça, c'est se faire peur. Je ne sais pas où est la volonté, mais il suffit de se pencher un peu dans l'histoire pour se rendre compte que la météorologie, avant, avait au contraire des conséquences bien plus dramatiques qu'aujourd'hui, parce qu'on était incapable de la prévoir, on ne savait pas s'en protéger, et on ne savait pas se protéger des conséquences, parfois de famine ou de mauvaises récoltes, avec des épidémies et donc des maladies qui pouvaient décimer des populations. Je prends cet exemple, là je vous laisse découvrir parce que je vais aller assez vite pour respecter le temps et pouvoir partager avec vous un certain nombre de valeurs. Et sous le règne de Louis XIV, il y a eu 1 million de Français. 1 million de Français sont morts des conséquences d'une météo déplorable. À l'époque, on était 20 millions en France. Pourquoi ? Parce que mauvaise récolte, du coup famine, du coup maladie et du coup des épidémies. 1 million sur 20 millions. C'est comme si aujourd'hui 3 millions de Français disparaissaient des conséquences d'une météo déplorable. Heureusement, on n'en est plus là, on s'est modernisé, on s'est adapté, on fait des prévisions, on a commencé à occuper un territoire d'une manière un peu plus intelligente, même si on pourra aussi là-dessus y revenir. Donc ça, c'est très important. Un épisode cévenol, un épisode méditerranéen au début du XXe siècle, c'était des centaines de morts en France. Aujourd'hui, on essaie qu'il n'y ait pas de victimes. Alors, de temps en temps, il y en a encore, ce qui est très frustrant pour moi en tant que prévisionniste, de ne pas réussir à prévenir un peu tous ces phénomènes, mais en tout cas, c'est beaucoup moins qu'avant.
Donc ça, c'est une hérésie. Et à l'échelle du monde, c'est la même chose. Regardez les conséquences de météo déplorables au cours de ces derniers siècles. Ça pouvait se traduire par des millions de morts. Heureusement, aujourd'hui, même si ça fait trop de dégâts encore, on n'en est plus à ces conséquences-là. Donc oublions cette idée que la météorologie, aujourd'hui, elle nous décime comme ça n'a jamais été le cas. C'est totalement l'inverse. Autre notion très importante, vous voyez cette phrase, je ne sais pas si vous arrivez à la lire à tous les niveaux, c'est tout simplement cette phrase que j'entends moi très souvent, il n'y a plus de saison aujourd'hui, avant c'était bien réglé, avant il y avait des vraies saisons, c'est ce qu'on retrouve dans cette phrase et l'inquiétude qui va avec. En fait, regardez de quand elle date, de 1821. Donc là aussi, on peut relativiser les choses. Quand on se dit « oui, mais avant c'était mieux, avant c'était régulier », en 1821, un secrétaire d'État faisait le même constat. Donc là aussi, relativisons un peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un défi, on va y revenir. Mais ça permet d'être un peu plus serein peut-être que ce que je peux entendre parfois de manière un peu excessive. Je continue avec autre notion importante, c'est que évidemment, en permanence aujourd'hui, quand on s'intéresse au réchauffement climatique, on doit aussi combiner avec ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat, qui a toujours existé, et que je veux illustrer par cette courbe qui est l'évolution des températures depuis à peu près 5 siècles. Alors vous allez me dire, mais comment vous faites? Parce que vous me dites qu'avant 1870, on ne pouvait pas. Vous avez raison, c'est une bonne remarque. C'est tout simplement qu'avant, on a essayé de reconstituer par des témoignages la température qu'il pouvait faire, ou en tout cas les seuils que l'on pouvait rencontrer, en allant chercher des témoignages, alors principalement dans le milieu religieux. C'est là où, dans l'histoire, on avait les personnes qui restaient au même endroit et qui faisaient des relevés quotidiens. Ce matin, ça a gelé, aujourd'hui, il y a eu du soleil, il a plu, permettant de reconstituer un peu, avec toutes les précautions d'usage, la température. Et vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir, que le climat, depuis ces 5 siècles, il a bougé en permanence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il faut le combiner avec la variabilité naturelle. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand vous entendez un expert du GIEC ou un ingénieur en météorologie, et à qui on demande alors ça c'est le réchauffement ou c'est pas le réchauffement? Parfois la réponse elle est difficile à donner, parce qu'il faut combiner avec cette variabilité naturelle. Donc il y a bien un réchauffement, et je vais y revenir, et puis ça doit se combiner avec ça. Ça veut dire qu'il faut non seulement tenir compte des résultats de la science aujourd'hui, mais tenir compte également de cet aléa naturel qu'est la nature. Je continue avec le seul moment où je vais être un peu sûr de moi, je dirais presque un peu en colère, surtout en ce moment, parce que j'entends tout et n'importe quoi, c'est le cadre de la prévision météo et ce qu'elle sait faire aujourd'hui. Et là, c'est la seule petite chose où je vous demande de me croire, parce que je pratique ça au quotidien, donc je connais ses limites, c'est suffisamment frustrant comme ça. C'est à la fois dans le court terme, c'est-à-dire que la prévision aujourd'hui à très court terme, contrairement à ce que l'on a sur tous les smartphones maintenant, où on vous fait une prévision kilomètre par kilomètre, minute par minute, ça n'a aucun sens. Ça, on ne sait pas faire. Ça, c'est juste une construction, un algorithme, une prévision automatisée que l'on applique sur une grille et qu'on vous met à disposition. Ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, une prévision à court terme, on sait à peu près, je vais être prudent, la faire à peu près à l'échelle du département, mais à l'intérieur du département, on ne sait pas encore faire. C'est-à-dire que vous dire vallée par vallée, ville par ville, là il va tomber tant de quantité de pluie, telle rafale de vent, tel épisode orageux, on ne sait pas encore faire. Voilà. Ça, il faut le savoir, il faut faire avec. Il y a des exemples dramatiques, ce qui s'est passé l'été dernier au large de Calvi, par exemple en Méditerranée, c'en est un exemple. On avait prévu des orages, on a prévu que ça pouvait être virulent, sauf qu'on a été incapable de dire où. C'est pas qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas essayé, c'est juste qu'on ne sait pas faire. On touche aux limites de ce que c'est faire la prévision météo. Donc, réfléchir, construire, et dans le monde agricole c'est important, autour de cette météorologie, c'est aussi construire avec ses imperfections et avec ses limites. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on peut être le plus efficace. Et à l'opposé, c'est la même chose. Aujourd'hui, qu'un smartphone ne vous propose pas une prévision à 15 jours, 3 semaines, et puis pourquoi pas 3 mois, et puis 6 mois, et puis non, ça n'a aucun sens. Au-delà de 5-6 jours, la prévision météo n'a aucune fiabilité. Dire le temps qu'il fera à Dijon dans 8 jours, vous jetez une pièce en l'air, vous dites il fera beau, il fera telle température, vous aurez autant de chances de réussir que moi avec tous mes modèles et mes ordinateurs. C'est très important. Donc réfléchissons, voilà, on progresse, mais les prévisions, c'est ça, les limites, elles sont là. C'est la même chose sur les prévisions saisonnières. Là, ça me rend fou d'entendre dire que l'été prochain, on sait déjà qu'il sera sec, qu'il sera très chaud, on n'en sait rien. Voilà. Tout celui qui dit le contraire, c'est pas bien. C'est quoi? C'est un message de peur, c'est une posture, mais on n'en sait rien. Et j'aimerais bien c'est pour ça que je ne suis pas un ambassadeur du GIEC, que là, les ingénieurs viennent me soutenir et soient avec moi en disant non, le réchauffement climatique, on va y revenir, c'est à une autre échelle.
Et nos actions, elles doivent être entreprises sur des décennies. Là, ce qui se passe sur un seul événement, à un seul moment, ça n'a rien à voir. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une variabilité. Donc il faut bien distinguer les deux choses. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne le fait plus. Voilà. L'an dernier, il a fait très sec, alors aujourd'hui et les prochains mois, il va faire très sec. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est la même chose sur les phénomènes particuliers, El Niño, El Niña, ça a commencé. C'est marrant parce que la dernière conférence que j'ai pu faire, je disais, vous allez voir, vous allez entendre parler d'El Niño, El Niña, ben ça y est, c'est parti. Parce que bientôt, là, El Niño va revenir dans le sud du Pacifique, hein, ça se passe au large de l'Amérique du Sud, et c'est un endroit où de temps en temps, d'ailleurs on ne sait pas encore comment et pourquoi, il y a des eaux chaudes qui prennent la place des eaux très froides. Et forcément, ces eaux chaudes, elles apportent un échange thermique avec l'air qui est au-dessus totalement différent, donc ça change le climat en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, et vous allez le lire, ça y est, ça a commencé, oui, mais peut-être que ça bouge aussi dans l'Amérique du Nord, et puis peut-être que ça bouge aussi en Europe, et puis peut-être que, oui, ce sont des hypothèses de travail, ça fait partie de la recherche, mais il n'y a encore rien d'absolu ni de vérifié complètement. Donc prenez encore, ce que vous allez lire régulièrement ces prochains mois, avec beaucoup, beaucoup de précautions dans ce domaine-là. C'est la même chose sur El Niño, El Niña, sur d'autres phénomènes qu'on peut rencontrer ici ou là. On va vous parler de vortex, on va vous parler de choses assez extraordinaires. On invente des mots, on invente maintenant des choses qui sont assez étonnantes. Tout ça pour pouvoir activer un imaginaire ou des choses assez incroyables. Dans la météorologie, elle a ses principes physiques, mécaniques. Hein, on applique les lois de la thermodynamique, hein, ce que l'on connaît de mieux en matière de sciences, à un gaz qui s'appelle l'air, qui n'est pas tout à fait un gaz parfait, mais voilà les fondements de la physique. Il ne faut pas sortir de ça. La variabilité du climat, je vous en ai parlé. Et puis la dernière petite question sur est-ce qu'on peut mettre l'atmosphère en équation. Ça, moi, c'est ma question du jour en tant que météorologue, parce que je trouve qu'on ne progresse plus tant que ça. Et la question, elle est toute simple. Est-ce que la météorologie, la nature dans son ensemble, elle peut, malgré les efforts qu'on fera demain en connaissances techniques, en installation, en matériel, peut être mise en équation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est prévisible? Est-ce qu'un état initial peut être prévu? Je trouve que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le chaos peut être mis en équation et prévu d'une manière qui soit satisfaisante? Pas sûr. Je continue avec aujourd'hui les outils qu'on utilise, hein, des ordinateurs de plus en plus puissants hein, pour essayer de faire les meilleures prévisions possibles. Voilà, depuis les années 60, les premiers ordinateurs, hein, les capacités ont augmenté d'une façon assez extraordinaire. Météo France fait partie des services météo qui, dans le monde, sont parmi les plus performants parce qu'ils ont encore des moyens relativement importants. Et notamment, ce dernier ordinateur, hein, qui est un petit bijou de technologie et de savoir-faire, c'est dans les plus grosses capacités de calcul en France aujourd'hui, est installé à Toulouse. Alors vous voyez, hein, c'est 20 millions de milliards d'opérations à la seconde, enfin, ça dépasse l'entendement, mais c'est tout juste suffisant pour nous permettre de faire des calculs qui soient performants et d'arriver à des cartes. C'est la même chose sur les satellites. Moi, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 35 ans, eh bien, j'avais une image toutes les heures en basse définition de ce qui se passait sur la Terre. Aujourd'hui, grâce à ce satellite, Météosat, on a une image quasiment toutes les minutes. C'est quasiment un film en continu, en très haute définition. Donc forcément, hein, couplé à l'ordinateur, ça nous permet d'avoir des informations un peu plus pertinentes et un peu plus complètes pour alimenter ces ordinateurs qui ensuite nous donnent ce qu'on appelle des modèles. Bon, vous avez, si vous travaillez un peu ou si vous avez des activités en extérieur, hein, vous avez entendu ce mot-là, un modèle, c'est ce qui en météorologie nous permet de caractériser le temps qu'il fera à différentes échéances. Et ces modèles sont développés un peu partout dans le monde, hein, et le météorologue fait un peu la synthèse. Alors, je ne sais pas si vous voyez la France. Là, je me suis amusé à sortir un modèle qui s'appelle CEP, qui est un modèle européen, qui est développé en Angleterre, qui est un petit peu ce qu'on sait faire de mieux dans l'ensemble de l'Europe. Parce que ça, c'est une petite notion importante. Les météorologistes ne sont pas en concurrence, mais sont plutôt à travailler ensemble pour essayer de donner les meilleures prévisions. Hein. On en est encore loin, donc on n'a pas du tout ce climat de concurrence ou d'adversité, c'est bien le contraire. Et on a besoin d'être tous ensemble pour essayer de continuer à progresser. Et donc, avec ce modèle européen, dans une semaine, le jeudi 4 mai, alors pour ceux qui savent lire un peu, hein, ce sont des cartes un petit peu techniques, montrent que sur la France, on aurait ce qu'on appelle, nous, une dorsale d'altitude, donc plutôt un temps assez sec, avec des conditions anticycloniques dans le nord. Donc par exemple, sur Dijon, normalement, jeudi prochain, il y aura plutôt un temps calme, ensoleillé, avec probablement au moins des températures de saison autour de 20 degrés. Retenez, de là, si c'est vrai, on est à une semaine, moi je dis ça prudemment. Hein.
Mais c'est bien, parce que pour ceux qui s'en souviendront, vous verrez que je vous dis, au-delà de 5-6 jours, il faut prendre les prévisions avec précaution. Et puis, c'est d'autant plus complexe qu'évidemment, il y a plusieurs modèles. Là, je vous ai montré un modèle européen. Pour la même échéance, je vous montre là un modèle qui est GFS, qui est un modèle américain, qui fonctionne lui aussi sur la totalité du globe, pour la même échéance. Alors, si on regarde sur la France, bon, ça va, il n'y a pas trop de différences. Parfois, il y a des différences beaucoup plus importantes. Celui-là, on voit qu'il y a toujours cette même dorsale en altitude, hein, ça correspond au rouge. Et puis, on voit aussi ces conditions anticycloniques. Donc, lui est peut-être encore un peu plus anticyclonique que le modèle européen, donc lui sera encore plus sûr d'avoir un temps sec, calme et avec une certaine douceur, tout ça avec un flux plutôt continental. Voilà, on verra si ça se vérifie d'ici donc jeudi prochain. Je continue avec une autre notion qui est très importante, alors surtout pour ceux qui se passionnent et qui s'intéressent à l'histoire et à l'évolution de la météorologie, ne vous fiez pas à votre mémoire. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Pour illustrer ça, alors c'est un peu caricatural, voilà, on a recensé, quand je dis on, c'est Guillaume Séché, que vous connaissez peut-être, qui travaille aussi sur BFM, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui a recensé tous les Noëls blancs. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que souvent on me dit, moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait toujours de la neige à Noël. Il y avait de la neige à Noël. On m'a répété ça à longueur de temps. Et donc on a recensé tous les Noëls blancs depuis 1950, un peu partout en France. Et bien vous voyez que sur à peu près 70 Noëls, il y a au maximum 15 Noëls blancs dans la zone la plus favorisée, si je puis dire, par l'enneigement qui est Nancy. Et puis vous voyez que très vite, quand on s'éloigne, soit vers l'est, soit vers le sud, ça devient totalement anecdotique. Bon voilà, on ne va pas chercher plus d'infos sur ce type de graphique, mais juste méfions-nous de notre mémoire météorologique. Donc vous voulez avoir des statistiques, vous voulez avoir l'idée du temps qu'il a pu faire en moyenne sur telle ou telle partie, vous allez voir Météo France. Si ce n'est pas à des fins commerciales, ils vous donneront l'échantillon gratuitement, et là vous pourrez faire une véritable comparaison et dire, ben voilà, le temps qu'il y avait. Parce que la mémoire météorologique, elle est totalement subjective. On se rappelle de ce qui nous a marqué, des mauvais moments, des très bons moments, mais jamais une vue qui soit totalement objective. Mais vraiment, c'est très important. Je continue avec deux, trois notions qui, là, sont aujourd'hui au cœur des préoccupations. Hein. On parlait d'évolution sociétale tout à l'heure. Eh bien, là, aujourd'hui, on y est. C'est-à-dire que la météorologie, elle prend une place qui dépasse l'entendement. Moi, j'ai connu les deux extrêmes. Quand j'ai commencé mon métier à 35 ans, je disais, je suis météorologiste. Les gens ils me regardaient en rigolant, ils disaient, c'est un métier ça? Tellement c'était peu fiable. Et ils avaient raison, parce qu'il y a 35 ans, faire une bonne prévision à 24 heures, je reconnais qu'il y a des soirs, on pouvait pleurer en se disant, mais c'est pas possible, on est trop mauvais, ça sert à rien ce qu'on fait. Mais vraiment, moi, j'ai commencé à Marseille en faisant la protection des bateaux qui rentraient dans le port, mais faire une bonne prévision de Mistral à 24 heures, mais c'était déjà un exploit. Donc vous vous rendez, là, aujourd'hui quand même, mais justement aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui je suis devenu un devin. Aujourd'hui je dois tout prévoir, je dois tout savoir, et je dois même agir sur la météorologie. Et quand je dis ça, j'exagère à peine. Ça vous montre l'évolution latente et comment la société aujourd'hui voit ce rapport-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression que la météorologie elle doit être totalement à notre service, qu'on est surpris quand elle a des excès, mais c'est pas normal quand même. Enfin, pourquoi elle en manque d'eau? Et pourquoi dans 6 mois ou dans un an, on dira pourquoi il y a trop d'eau? Et pourquoi? Ben non, mais ça a toujours fonctionné comme ça. La nature, elle est plus forte que nous. On a juste, nous, à nous adapter, à retrouver du bon sens, à retrouver un rapport qui soit peut-être un peu moins prégnant que ce qu'on a pu faire ces 50 dernières années, parce que je pense qu'avant, on avait gardé un contact qui était un peu plus de bon sens, hein, tout simplement parce qu'il était vital. On pensait encore essentiellement à se nourrir. Maintenant, se nourrir est devenu presque une activité annexe, voire insupportable pour certains jeunes hein, qui se nourrissent plus que ce qu'ils mangent. Alors je trouve que c'est un tel plaisir. Enfin bon, ça c'est peut-être un problème de génération. Mais voilà, tout ça pour montrer à quel point aujourd'hui on est dans l'excès. Je ne devrais pas dire ça, puisque moi, en tant que météorologiste, bah oui, hein, on parle de météorologie tout le temps. Et lui ça, et lui ci, et qu'est-ce qu'on va en faire? Et à tel point qu'on en est au principe de précaution. Vous imaginez que c'est une loi aujourd'hui qui pense ou imagine qu'on doit pouvoir mettre à l'abri de tout phénomène météorologique tous les citoyens. C'est une hérésie totale. Ce n'est pas avoir compris le rapport et la place que l'on a par rapport à la nature. Donc ça vous montre bien cette dérive qui pour moi est totalement excessive aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je laisse à votre réflexion, mais sur lequel on doit tous travailler collectivement. La société doit retrouver un rapport qui soit sain, qui n'outrepasse pas ce que la météorologie peut offrir, et la nature également.
Sur la médiatisation, évidemment, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui donne une caisse de résonance incroyable. Pourquoi? Je ne vais pas être hypocrite, parce que quand il y a un phénomène météorologique majeur, eh bien on fait de la belle image, on fait du spectacle, et puis on ouvre les 20 heures avec ça, et puis comme on aime bien faire du buzz, et puis comme les gens aiment bien, il y a un petit côté voyeur, tout le monde regarde, nous on fait de l'audience, et on renchérit le système. Et je devrais peut-être pas dire ça, mais on dit souvent dis donc, Louis, t'aurais pas une petite tempête là? T'aurais pas un petit truc pour nous dans le 20h? Non, mais c'est vrai, je vous promets, ça, je l'invente pas. Parce qu'effectivement, ça va faire de l'audience, ça va marcher, et donc forcément, sur les chaînes privées, ça nous permettra de gagner un peu mieux notre vie. Ce qui fait aussi partie du jeu. Nous, sur TF1, on n'a pas de redevance, même chose sur RTL. Mais bon, vous voyez où on en est. Et donc cette médiatisation, là aussi, aujourd'hui, elle a ses excès, ses outrances. Là, quand les médias sautent sur cette idée que ça y est, on sait déjà, l'été prochain sera totalement sec, ça va être pire que 2022, ça va être... non. Si on était tout simplement honnête et un peu droit, on dit non, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça, dire je ne sais pas, on ne supporte plus. On ne veut plus entendre je ne sais pas. Moi, je vous le dis, au-delà de 8 jours, je ne sais pas. Et je ne sais pas le temps qu'il fera l'été prochain. En revanche, j'y viendrai sur une deuxième partie, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas anticiper, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de ces excès. En sécheresse, là, on a connu une année 2022 qui a été particulièrement excessive dans ce domaine-là. La précédente, c'était 1976, donc ça remonte à loin quand même, ce qui montre aussi que ça ne revient quand même pas tous les ans pour l'instant. Donc, mais demain, moi je m'en souviens, j'ai traité il y a 4 ans les excès de l'eau où on craignait que la Seine ne déborde, et puis là on faisait des sujets dans tous les sens. J'étais sur tous les plateaux pour dire 1910, c'était comment, ça va recommencer, ça va revenir. Donc voilà, quand vous prenez un petit peu de recul, il faut apprendre à gérer ça avec un peu plus de recul justement et un peu plus de sagesse. La nature, elle nous attend à ce niveau-là, elle ne nous attend pas dans les excès, dans l'hystérie qu'on peut voir ou lire de temps en temps. La démographie, ça c'est un sujet dont on n'entend pas parler. Et pourtant, évidemment, l'impact que l'on laisse sur la planète aujourd'hui, c'est peut-être dû à la technologie, peut-être dû à certains excès, peut-être à parfois une technologie qui finalement n'est pas forcément très propre, en tout cas en accord avec cet environnement. Mais il y a un autre paramètre qui est évident, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et que c'est un sujet que j'aimerais bien voir évoqué. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce qu'on est trop, pas assez? Est-ce qu'on peut être plus? Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on peut nourrir tout ce monde-là? Parce que regardez quand même le défi. Ça, c'est les dernières évolutions des démographes. Alors, c'est comme les météorologistes, ce n'est pas encore parfaitement calé, donc ça évolue. Mais voilà les derniers chiffres dont je dispose. C'est un sujet qui me passionne, mais je n'ai pas toute légitimité. Mais voilà leurs derniers chiffres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est 200 000 habitants de plus par jour sur Terre. 200 000 par jour. 80 millions par an. C'est la population allemande qui arrive tous les ans en ce moment sur Terre. Qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut apporter de l'énergie, avec qui il faut traiter les déchets. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet quand même. Moi, ça me paraît être un sujet. Jamais. Je ne le vois jamais évoqué. Je continue avec une notion. Alors là, c'est pour vous donner une notion un peu plus internationale parce qu'elle est fondamentale. J'y reviendrai. Si on fonctionne à l'échelle locale, on ne réglera aucun problème, où que ce soit dans le monde. Et pour illustrer ça, un premier point, c'est l'injustice de la climatologie sur Terre, qui doit nous rendre beaucoup plus humbles et beaucoup plus tolérants par rapport à d'autres parties du monde. J'exprime ça, c'est très simple. Physiologiquement, le corps humain, il est le plus efficace, et j'utilise volontairement ce terme-là, entre 15 et 19 degrés à peu près, physiologiquement. Comme par hasard, vous retrouvez les pays dits économiquement développés, je mets des parenthèses, dans ces latitudes où on a cette température moyenne. Voilà, latitude tempérée, on retrouve l'Europe, une partie du continent nord-américain, de l'Asie, du Japon. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous sortez de cette fourchette de température, le corps humain, il a beaucoup plus de mal. Soit en allant vers le froid, si toute l'année vous avez en moyenne 0 degré le matin et 10 l'après-midi, vous allez voir que vous n'allez pas avoir du tout le même rendement, les déplacements vont être plus compliqués. Donc ça veut dire qu'à l'échelle d'un pays, la productivité et donc le développement sera beaucoup plus compliqué. Même chose quand on va sous les tropiques. On est content pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller en vacances une semaine, mais imaginez vivre toute l'année avec 30 degrés de moyenne et 80% d'humidité, et avec la meilleure volonté du monde, vous n'aurez pas la même productivité. Ce qui explique aujourd'hui, au-delà des aspects culturels, pourquoi il peut y avoir de telles différences d'un pays à l'autre et d'une zone à l'autre. Ce qui montre bien la difficulté de la projection à l'avenir, si on doit tenir compte de ça pour essayer d'avoir un développement un peu plus harmonieux. Je continue avec
Là, un pays, pour le coup, qui lui est béni des dieux, qu'on connaît bien, et qui, 1000 km sur 1000 km, offre une diversité que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans le monde. Je vous promets, si vous êtes un peu géographe, ça vous amuse, parcourez une map monde, essayez de trouver ce climat-là et cette géographie-là, 1000 km sur 1000 km, vous n'en trouverez pas un. Telle diversité climatique, océanique, continentale, de montagne, méditerranéen, tout ça cohabite sur ce tout petit pays. On a toutes ces influences. Même nos voisins, vous pouvez chercher, l'Espagne, il n'y a pas le climat continental. Les Anglais, il n'y a pas le méditerranéen. Nos amis allemands, il n'y a pas le climat océanique. Nos amis suisses, pareil. Les Italiens, même chose. Vous ne trouverez pas un pays qui offre cette diversité. Ce n'est pas par hasard. Si on est ce pays de la gastronomie, de cette diversité de paysages, pourquoi on est le pays le plus visité au monde? Ce n'est pas un hasard. Alors ça nous oblige aussi un peu, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, et notamment par rapport au monde agricole qui a façonné ces paysages, évidemment. Autre paramètre important qui aggrave encore notre situation, c'est que les foyers de population, regardez, s'installent, bon, ça ne vous surprendra pas, hein, j'enfonce un peu des portes ouvertes, sur les zones d'alluvion, sur les bords de mer, sur les zones où c'est à peu près confortable de vivre. Eh bien, c'est là où la population se concentre, et elle augmente encore, ce qui n'est pas bon signe. Ça. Si elle se répartissait équitablement, on pourrait peut-être avoir un développement harmonieux, mais non, on se concentre sur les zones où il y a déjà beaucoup de monde. Et regardez en parallèle les endroits où les phénomènes météorologiques sont les plus violents. Je n'ai pas pu superposer les deux cartes. Et bien, malheureusement, on tombe sur les mêmes zones. Ça veut dire qu'un phénomène météorologique égaux, on s'installe dans les zones où ces phénomènes vont avoir des conséquences au moins aussi dramatiques. Donc, on renchérit encore le risque de conséquences pour nous en s'installant dans les zones où il ne faudrait pas. Et c'est la même chose en France. Hein, regardez les zones, bon, voilà, on voit où on se concentre en connaissant un peu notre pays. Et regardez où se produisent les phénomènes météorologiques les plus dangereux, c'est les zones en sombre, les parties sombres, ben, c'est la même chose. Et l'illustration de cette concentration, ben, c'est l'arc méditerranéen, où aujourd'hui, un épisode Cévenol a des conséquences beaucoup plus importantes qu'il ne pouvait avoir il y a 50 ans. Alors on dit oui, c'est le réchauffement climatique. Il y a peut-être du réchauffement climatique, mais il y a surtout notre bêtise. C'est-à-dire qu'on a construit n'importe où, sur des zones où il y avait des zones humides, on a bétonisé, donc la gouttelette d'eau qui tombe du ciel, elle ne peut plus s'infiltrer. Donc elle s'écoule, et puis quand elle tombe en grand nombre, eh ben, ça crée ces vagues, et ça crée ce que l'on voit régulièrement. Donc il faut bien, là aussi, distinguer les deux choses, et justement faire les bons choix dans ces projections à l'avenir, sans être totalement obnubilé par simplement cette idée du réchauffement. Il y a aussi notre inconséquence. Les sécheresses au XXe et XXIe siècle, quand on m'a dit « mais Louis, on n'a jamais vu des sécheresses pareilles, on n'a jamais vu », bon voilà, je les ai recensées. C'est information Météo France, hein, donc pour ceux qui ne me croient pas, il suffit d'aller à Météo France et puis de recenser toutes les grosses sécheresses. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a. Alors l'équivalent de l'année 2022, il y a une seule année, à ma connaissance, au XXe siècle, qui est l'année 1976, qui était même encore pire que 2022 en termes de durée de sécheresse et d'intensité de sécheresse. Donc voilà, mais ce n'est pas d'aujourd'hui non plus. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu et qu'on lit un petit peu la littérature, notamment du sud de la France, quand on va du côté de la Provence, pourquoi est-ce qu'on a fait le canal de Provence ? On l'a fait comme ça, par plaisir? Non, on l'a juste fait parce que le manque d'eau, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'est développé, dès la fin du 19e et début du 20e siècle, on s'est bien rendu compte que l'eau ne tombait pas régulièrement et qu'elle manquait assez souvent sur cet arc méditerranéen. À une époque, on était 40 millions en France. On était un tiers de moins qu'aujourd'hui. Donc ça montre bien que ces problèmes ont toujours existé et qu'aujourd'hui, au-delà de cette inquiétude du manque d'eau, il y a peut-être aussi l'impact que l'on laisse nous, parce que nous sommes plus nombreux, parce qu'on essaie de vivre plus confortablement, donc avec effectivement une industrie, ou en tout cas un développement économique qui est un peu plus demandeur en matière d'eau notamment. C'est la même chose sur les épisodes méditerranéens. Bon, ici, on est évidemment un peu moins concerné, mais ça montre aussi qu'il faut prendre un peu de recul quand on veut juger les choses et bien de les mesurer à une plus grande échelle pour savoir faire et distinguer la part des choses sur tel ou tel événement. C'est la même chose sur les cyclones, qui, moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle le plus,
Alors, oui, j'ai un peu le temps pour développer cette partie-là, mais parce que on est un peu moins concerné ici. Mais c'est vrai que pour qu'il y ait des cyclones sur Terre, il faut des eaux très chaudes. Vous en entendez peut-être parler régulièrement. Il faut des eaux à plus de 26, 27, 28 degrés. Et ensuite, il faut une répartition des vents à l'altitude, tout ça sur une grande épaisseur en ce qui concerne la température de l'eau. Et là, près des tropiques, peuvent se développer ces cyclones. Et effectivement, depuis quelques années, ça a encore été le cas en 2022, on a des eaux très chaudes sur tous les océans. Et bien, c'est pas pour ça qu'on a plus de cyclones. Donc on voit bien que là encore, la nature, alors je ne sais pas si elle se régule, si elle se compense, en tout cas on ne maîtrise pas encore tous les paramètres, parce que sinon, si on se fie à nos théories et à nos calculs, un peu théoriques, à ce que l'on sait de cette nature, eh bien, on devrait avoir plus de cyclones avec plus d'intensité. D'ailleurs, moi, quand s'est produit Irma, qui a été dévastateur, c'était le cyclone le plus puissant du XXIe siècle. Il y en avait eu 2 comme ça au XXe siècle, donc ça, c'est quand même totalement exceptionnel. Oui, bah, sauf que depuis bientôt 6 ans, on n'en a pas eu d'aussi violent. Alors que moi, je pensais qu'on avait peut-être franchi un palier, ce n'est pas le cas. Donc ça interpelle. Ça veut dire que là aussi, on a encore à apprendre, on a encore à découvrir pour pouvoir un peu mieux maîtriser et prévoir, et notamment en matière de cyclones. Alors là, qui est une notion qui est fondamentale, si on veut réfléchir demain intelligemment à notre environnement, à notre impact, ou en tout cas aux solutions par rapport au réchauffement climatique, il faut enlever les frontières. La nature n'a pas de frontières, la pollution n'a pas de frontières, la biodiversité n'a pas de frontières. La frontière est une notion humaine. Donc réfléchir en harmonie avec la Terre, là, sur laquelle nous vivons, c'est enlever les frontières. Et j'illustre ça par les courants océaniques. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'une petite particule d'eau là, qui est dans le Pacifique, 6 mois, 1 an après, elle viendra sur nos côtes. Donc ça veut dire que le plus vertueux que nous puissions être, nous dépendons des autres. C'est-à-dire que nous, on peut avoir les eaux les plus propres, en tout cas aucun rejet dans les mers qui nous entourent. Si cette eau elle a été polluée ailleurs, elle le sera quand elle arrivera chez nous. Ça veut dire que c'est un travail collectif. C'est bien tous ensemble qu'on réglera le problème et pas individuellement ici ou là ça n'a aucun sens. Et pourtant, voilà le défi qui nous attend. Il y a eu le 6e rapport du GIEC tout récemment, qui est le dernier disponible. Ça, c'est la carte qui en est extraite et qui montre effectivement ce bruit de fond, qui est cette élévation de la température. On parle bien d'un réchauffement climatique. C'est bien un réchauffement. Sauf que ce réchauffement, doit se lire sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, et pas d'un événement à l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on mesure le réchauffement. C'est important. Et d'ailleurs, si vous regardez la courbe de fond, réchauffement dû à l'activité humaine, vous voyez que de part et d'autre, il y a des pics dans tous les sens. Et donc, vous voyez que ça n'a aucun sens de s'arrêter sur chaque pic, parce que, évidemment, 2022, c'est un pic vers le chaud, vers de la sécheresse. Mais peut-être que 2024 ou 2025, ça sera un pic vers le frais et beaucoup d'humidité. Est-ce que d'un seul coup, il n'y aura plus de réchauffement climatique? Non. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut avoir 2 comportements, ou en tout cas 2 types de réflexion, qui est sur l'adaptation au court terme, et l'agriculteur le sait, il a affaire au jour le jour, et je vais y revenir, de cette réflexion de long terme, où là, c'est comment est-ce que l'on transforme nos sociétés, nos principes, nos habitudes, nos solutions techniques pour que nous ayons moins d'impact d'ici 20, 30, 40, 50 ans pour la fin du XXIe siècle sur cette Terre. Il faut bien distinguer les 2 choses quand on réfléchit. C'est très, très important. On ne peut pas mélanger les 2 si on veut être efficace dans la réponse. Là, je passe vite, c'est un petit contre-exemple, encore une fois, c'est que éventuellement, si des eaux très froides s'écoulent de la fonte des glaces au pôle Nord, pour résumer, ces eaux très froides vont s'infiltrer sur l'Atlantique Nord et elles pourraient freiner le Gulf Stream qui maintient sur nos côtes ces températures tempérées, justement, qui fait que les perturbations, quand elles arrivent jusqu'à nous, elles donnent essentiellement de la pluie. Si ce Gulf Stream, qui nous protège un peu, était arrêté par ces eaux froides, les perturbations qui arrivent jusqu'à nous, elles ne circuleraient plus sur sur des eaux relativement douces, mais sur des eaux beaucoup plus froides. Et donc elles arriveraient sur la France avec des températures plus basses, et donc au lieu de donner de la pluie, elles pourraient donner des épisodes de neige plus fréquents, comme ça a été le cas au Moyen-Âge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un réchauffement global, on pourrait très bien avoir localement sur la Terre des effets un peu inverses. Donc là encore, il ne s'agira pas de dire moi ça va, il fait bon, il fait frais. Non, c'est bien collectivement qu'on réglera le problème et qu'on permettra aux autres, qui eux subiront les effets de la chaleur, d'avoir des conditions de vie un peu plus acceptables.
Vous voyez que cette réflexion-là, elle est fondamentale. À la fin de ce petit exposé, si vous retenez au moins ça, qu'il nous faut devenir des citoyens du monde, eh ben, j'aurais déjà gagné. Je continue avec, bien enfoncer le clou, on a bien une élévation moyenne de la température. Voilà en France ce qui s'est passé avec cette rupture à la fin du XXe siècle. Je continue avec les pluies, qui est le sujet du moment, qui pour moi est un sujet qui pour moi doit illustrer cette capacité de garder une forme de sérénité et de recul par rapport au sujet, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire. Moi j'essaye, mais j'y arrive pas. Voilà, on saute sur un événement, on sort d'une année 2022 très sèche, on a un début d'année 2023 qui, hormis le mois de février, revient plutôt dans les normales. Donc il y a des quantités de pluie là correspondant. Alors évidemment, on dit bah oui, mais lui encore la sécheresse. Bah forcément, on ne va pas compenser une année 2022 d'un claquement de doigts. Il faudra plusieurs mois, mais on est plutôt sur la bonne voie. Donc prenons ça avec du recul. Et pour ça, je vous ai mis les pluies en France depuis la fin du 19e siècle. Et vous voyez que les quantités qui tombent en France sont les mêmes. Là, l'effet industriel ou l'effet du réchauffement climatique ne se sent pas. Et d'ailleurs, je crois que je vais rajouter ça sur les prochains slides parce que visiblement on ne me croit pas. Les conclusions du GIEC sur la France en matière de quantité de pluie ne disent pas que ça sera le Sahel en France dans 20, 30 ou 40 ans. Non, les quantités de pluie resteront les mêmes. Elles seront même plus importantes dans le nord et le nord-est de la France. Il n'y a que sur l'arc méditerranéen où là, éventuellement, les épisodes de sécheresse pourraient être récurrents. Donc ça veut dire qu'au-delà des quantités de pluie qui tombent, il faut se poser la question, peut-être qu'elles ne tombent pas de la même façon, peut-être qu'il va falloir donc la traiter, la récupérer ou lui permettre de s'infiltrer un peu différemment. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc c'est en ça que je trouve important de partir du constat de ce que la météorologie nous offre, et vous avez vu que les limites s'arrêtent assez vite, mais déjà, ça nous donne un certain nombre d'informations qui sont déjà largement déformées quand on peut lire certaines choses dans la presse. Donc c'est important, c'est pour moi très important de vous remettre le cadre. Après, réfléchir aux solutions, comment est-ce qu'on la retient, comment est-ce qu'on laisse l'eau s'infiltrer, est-ce qu'on fait des réserves, est-ce que ça peut s'appliquer à certains endroits, pas à d'autres, la réutilisation de l'eau, on a une multitude de solutions, là ça peut se discuter, mais partons du bon constat et pas de posture ou déjà d'une réalité qui ne serait pas du tout celle correspondant à ce que nous donnent les relevés. Sur les pluies efficaces, c'est la même chose. Je vais passer assez vite, mais pour l'instant, il n'y a pas de fluctuation fondamentale. Nombre de tempêtes, alors ça, je viens vite là-dessus parce que souvent, et on me l'a encore dit là tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a plus de vent. Souvent, on me dit, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de vent. Donc voilà, c'est les relevés de Météo France sur le nombre de tempêtes en fonction des différents points de mesure dont on dispose. Ce n'est pas flagrant. Maintenant, est-ce qu'entre ces points de mesure, il y a localement des épisodes de vent ou des vents un peu plus forts? Je n'ai pas une réponse définitive. Je peux juste dire que sur les observations, sur les points de mesure dont on dispose depuis donc un peu plus de 100 ou 120 ans, il n'y a pas pour l'instant de différence notable. Mais bon, ça reste à étudier. La variabilité, ça j'y reviens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas mélanger le long terme, le défi qu'on a vu sur le réchauffement climatique, et le court terme. Et ça, je l'illustre avec ce tableau de relevé. À Dijon, à 27 avril, j'ai fait ça ce matin avant de venir, voilà le temps qu'il a fait. J'ai pris au hasard des années. Et là, quand on regarde dans le détail, on se dit « Waouh, le réchauffement climatique, je ne le vois pas vraiment. » Ben oui, tellement la variabilité l'emporte sur le petit bruit de fond. Donc ça veut bien dire que dans notre comportement, dans la façon dont on peut se comporter par rapport à ce défi-là, il y a l'adaptation à court terme, où là, faut répondre, vous, en fonction de la pluie, du moment, du trimestre, de l'ensoleillement. C'est bien joli de dire, oui, mais la température, non, elle ne monte pas de 0,1 degré tous les ans, de 0,2 l'année d'après. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça fluctue, et c'est juste la moyenne qui monte. Et là, c'est ce que je vous dis, regardez, il a fait 20 degrés en 75, 12 en 80, on avait 24 en 2020, mais on avait 17 en 2005, c'était nuageux, c'était pluvieux, c'était inverse. Et ça, c'est la réalité avec laquelle celui qui travaille au quotidien avec la météorologie, l'agriculteur, celui qui fait du tourisme, celui qui est à la montagne, il doit faire avec ça. Donc c'est bien joli de lui dire qu'il y a un réchauffement climatique, sauf que sa réalité, c'est celle-là. Donc ça montre bien qu'on doit avoir deux comportements, l'adaptation à court terme, avec les bonnes solutions, pragmatiques, bon sens, et évidemment l'adaptation à très long terme, où là c'est tout un comportement global que l'on doit modifier.
La prévision de température, alors ça, évidemment, hein, c'est en fonction de nos comportements. On a vu la courbe du GIEC, là, c'est pour la France. Mais là, je veux juste introduire une petite notion, c'est que quoi qu'on fasse aujourd'hui, en bien, j'espère, on n'en verra pas les effets. Hein. On est comme les constructeurs de cathédrales il y a quelques siècles, où celui qui faisait les fondations, il savait qu'il ne verrait pas la fin. Ben, nous, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait cet altruisme-là, de se dire aujourd'hui, ouais, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on va faire, on n'en verra pas les effets. Oui, mais pour nos petits, arrière-petits-enfants, eh ben, c'est à eux qu'il faut penser. Autre, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est voilà ce que nous représentons en France hein, sur l'impact. On représente en gros 0,5% de l'impact en matière économique, de pollution, de CO2. 0,5%. Autant vous dire que c'est rien. Et là encore, contrairement à ce que j'ai pu lire, quoi que nous fassions en France, nous ne changerons rien, ni chez nous, ni chez les autres. Alors ça, je peux vous le dire. Donc, ce que l'on fait, ce n'est pas du tout pour changer les choses, c'est pour avoir valeur d'exemple, pour pouvoir être précurseur, pour chercher, trouver les bonnes solutions en matière de CO2, de comportement, de rapport à la nature, d'évolution sociétale, d'altruisme, de partage, mais certainement pas d'efficacité locale. Donc c'est bien ce sens-là. Bon, quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire en France. Hein. Je vais ouvrir ma parenthèse franchouillard, mais pays des droits de l'homme, le siècle des Lumières, ben voilà. On a aujourd'hui, si on veut jouer un rôle et se donner une motivation pour agir aujourd'hui, c'est bien celle-là. Hein, et pas celle de se dire, ah oui, je vais changer le climat. Non. Mais en revanche, si on arrive à changer un peu la mentalité dans le monde entier et cette notion de partage, on y arrivera. Un autre point, un petit détail quand même, au milieu de ce pessimisme ambiant, ne pas oublier, parce que ça je n'entends jamais, que les émissions de CO2 en Europe, elles ont quand même baissé de 25% depuis à peu près une trentaine d'années. Hein, donc c'est pas assez, on est bien d'accord, mais sauf qu'on est quand même dans le bon sens. Hein, c'est bien de s'en rappeler au moment où on a peut-être besoin de se motiver ou de s'encourager. Hein, nous, c'est 25%, avec aux États-Unis 0%. Eux, ça n'a pas bougé, ni en plus ni en moins. Et en Chine, plus 350%. Ouais. Donc vous voyez le travail qu'il nous reste à faire et qu'il est bien à l'échelle globale. Finir sur un petit rappel quand même, hein, on vit sur une planète sur laquelle il y a une croûte terrestre qui bouge en permanence avec conséquences tremblements de terre, activité volcanique. Activité volcanique qui, entre parenthèses, pourrait régler le problème du réchauffement pendant quelques années, parce que si on avait l'explosion d'un volcan, et ça menace, ça peut se produire, on le sait, aux États-Unis, une partie de l'Indonésie, où on peut avoir un cyclone, un volcan majeur, et dans ce cas-là, il envoie tellement de particules dans l'atmosphère que ces particules filtrent le rayonnement solaire et fait baisser la température. Ce qui s'était passé au début du XVIIIe siècle, où on estime, je dis ça encore avec beaucoup de précautions, que globalement, pendant 20 ans, la température moyenne sur la Terre avait baissé d'1,5 degré. C'est exactement aujourd'hui l'effet du réchauffement climatique. Bon, bah, encore une fois, on réglerait le problème temporairement, mais on ne réglerait pas le problème de fond. Donc il faut bien distinguer les choses. Et puis à l'opposé, rappelez qu'on vit sur une toute petite pellicule d'air qui fait 10 à 15 km d'épaisseur. 10 à 15 km d'épaisseur. C'est dans cette toute petite pellicule que l'on vit, que la vie s'est développée sur Terre, que nous on peut respirer, que se produisent tous les phénomènes météorologiques. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une situation très très précaire et que ça doit peut-être nous motiver à agir. Et puis finir sur, moi ce que la météorologie m'apporte aujourd'hui, c'est qu'en fait elle est un marqueur à chaque fois et elle nous montre un petit peu la voie. J'ai pris ces 3 exemples. C'est Napoléon III qui se fait peindre en 1852 sur les ponts, où il y a déjà des inondations majeures. À Lyon, par exemple, le Rhône déborde. Et c'est le premier, hein, il y a des peintures où il va, avec sa cour, à la rencontre de ses citoyens. Et à travers ce partage, montrer qu'il s'intéresse et qu'il est avec ses citoyens. C'est grâce à la météorologie, c'est l'appel de l'abbé Pierre, 1954, où en pleine reconstruction du pays, on est dans l'après-guerre, développement économique, c'est le plein d'emploi, enfin tout va bien, sauf qu'en 1954, il y a encore des Français qui meurent de faim et de froid en France. Et c'est ce que vient rappeler l'appel de l'abbé Pierre en 1954, qui a été un hiver très rigoureux. Et depuis, on a changé nos comportements. On ne peut plus exclure une personne de son domicile pendant la période hivernale. Ça date de là. C'est la météorologie qui nous rappelle. 2003, c'est la même chose. On est en pleine canicule. Alors moi, je m'en souviens parce que je présentais des bulletins météo. Je suis tout content. Il va faire beau, il va faire chaud. On est en vacances, tout va bien. J'avais juste oublié que les personnes les plus fragiles pouvaient en mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, la météorologie nous a rappelé à l'ordre en disant « Hé, l'espèce humaine, là,
peut-être penser aux plus fragiles. Donc on a fait des bulletins de prévision maintenant où je suis un peu moins bête, où je dis ah bah oui, il fait très chaud, mais peut-être que les personnes les plus fragiles, donc on prévient quand il y a un taux d'humidité. Voilà, c'est à chaque fois un rappel. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas ce que sera la température dans 20, 30, 40, 50 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la météo nous dit hey, l'espèce humaine, là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ni pour les autres espèces, ni pour vos enfants et petits-enfants. Ben, c'est exactement le message que nous envoie ce réchauffement climatique aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'ai un peu débordé quand même, mais j'ai à peu près respecté le timing. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, Louis Baudin. On Merci. vous retrouvera dans quelques minutes parce que Oui. vous allez rester avec nous toute la soirée. Exactement. Vous nous faites cette amitié. Et après aussi. Et après Pour pouvoir aussi. discuter, hein, s'il y a La des soirée critiques continue et avec le cocktail, ça fait partie de la d'accord. soirée en fait. On est bien Mais d'accord. vous reviendrez remettre un prix un petit peu plus tard. Merci encore Merci. et à tout à l'heure. Une petite photo peut-être Allez. avec vous Gérald et puis on vous retrouvera tout à l'heure.